Bonjour, aujourd'hui je vais faire le premier chapitre. Donc on va voir l'introduction à la théorie du signal et le traitement du signal. Donc on va commencer par des généralités sur le traitement du signal. Les techniques de traitement du signal ont été initialement proposées et utilisées dans le but d'améliorer la qualité des signaux obtenus à l'aide de capteurs. En effet, les signaux captés et ou mesurés sont souvent entachés de bruit et de perturbations de diverses origines. Deuxièmement, on va passer à la restauration des signaux ayant subi des dégradations dues aux chaînes de mesure et ou de transmission. Nous avons que les appareils et les équipements de mesure, d'acquisition et de transmission présentent toujours des limitations et des imperfections. Ceci se traduit alors par des dégradations sur les signaux observés et mesurés. Donc, parmi les limites des équipements et des chaînes de mesure et de transmission, leur bande passante qui ne bloque certaines fréquences de signaux. Un signal représentant les variations d'un phénomène naturel est obtenu grâce à un capteur. Pour chaque phénomène étudié, nous avons des capteurs appropriés. Exemple, le son qui est un phénomène acoustique est capté par un ultrason. Les images qui sont dues à la lumière sont captées par des appareils photographiques ou des caméras dotées de capteurs PCD, c'est-à-dire des dispositifs de transfert de charge, par exemple. La température est captée par des thermocycles, des résistances PC-son, etc., etc. Donc, le signal ainsi capté présente souvent des dégradations et il est entaché de perturbations appelées souvent de bruit. Les premières techniques de traitement de signal ont eu pour but la réduction, voire l'élimination de bruit, et aussi la diminution de l'influence des dégradations dues aux capteurs et aux appareils utilisés dans les chaînes de mesure. À l'origine, le traitement du signal était analogique, en utilisant essentiellement l'électronique analogique, mais cette électronique analogique a montré ses limites. De nos jours, on utilise de plus en plus le traitement du signal numérique ou DSP, Digital Signal Processing. Ceci exige avant tout la numérisation des signaux qui sont à l'origine analogiques. Le traitement du signal numérique utilisé de nos jours dans tous les domaines expérimentaux, par exemple, électronique, automatique, dans les télécommunications, en physique expérimentale, en astronomie, la météorologie, la géophysique, biomédicale et dans le domaine militaire, etc. Qu'est-ce qu'un signal? Maintenant, on va vous définir c'est quoi un signal. Un signal, c'est la représentation physique de l'information qui est convoyée d'une source vers un destinataire. Exemple, nous avons des signaux électriques, par exemple les tensions au bord d'une résistance, des signaux acoustiques, la parole, la musique, etc. Ou bien optiques au niveau degré d'une image, surtout pour les imageries médicales. Voici deux exemples d'un signal. Donc, surtout, ça, c'est un signal de parole. Donc, la notion du signal est liée à celle de système. Un système, c'est un appareil qu'on peut distinguer des signaux d'entrée et de sortie et des signaux de sortie. Donc, l'enceinte, téléphone, le modem. Donc, nous avons toujours un système qui a un signal d'entrée et à la sortie, nous avons un signal de sortie. La théorie du signal, c'est la discipline qui permet de fournir une description mathématique des signaux. Elle reste indépendante de la nature des signaux. Maintenant, on va voir la classification des signaux en signaux déterministes et aléatoires. Nous avons que les signaux déterministes sont prévisibles et modélisables analytiquement. Les signaux aléatoires ne sont pas prévisibles. La parole, les signaux d'origine physique. Nous avons un troisième type, les signaux pseudo-aléatoires. Ce sont des signaux périodiques dont la période est grande devant la durée d'observation, la marée. Toujours avec la classification déterministe et aléatoire, les signaux utiles sont souvent à caractère aléatoire,
Nous avons la majorité des bruits sont également de type aléatoire, même s'il existe certains bruits qu'on peut qualifier comme déterministes, exemple des interférences de 50 Hz. Il est donc difficile de classifier ce qui est un bruit et ce qui est un signal utile. Souvent, d'une manière très simpliciste, nous avons prétendre qu'un signal utile, c'est tout ce qu'on veut voir ou entendre, alors qu'un bruit, c'est le contraire. Seulement ce qui est utile d'après cette définition, pour l'un n'est pas utile pour l'autre. Exemple, le bruit de fond ou bien le bruit thermique quand l'on rencontre dans les composants électroniques et qui est dû au mouvement Brown des électrons libres qui est toujours qualifié de bruit par les électroniciens alors qu'il peut être considéré comme utile pour un physicien étudiant le mouvement des électrons. Maintenant, on va voir deuxième type de classification, c'est la classification en signaux discrets et continus. Donc, voici le premier exemple, c'est un signal continu. Donc, ici, c'est un signal analogique avec une amplitude continue. Ici, c'est un signal quantifié avec une amplitude discrète. Le temps discret, nous avons ici, par exemple, un exemple d'un signal échantillonné et ici, un signal numérique ou bien digital. Troisième type de classification, c'est la classification énergétique. Une classification peut être faite à partir des notions d'énergie et de puissance d'un signal. Nous avons le contenu C d'un signal S de T, C est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de T dt. Donc, l'énergie E de S dt, fonction réelle ou complexe de T. Nous avons l'énergie, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de S de T élevé au carré dt. L'énergie est aussi appelée valeur quadratique de S de T. La puissance moyenne PS d'un signal S de T est égale, c'est la limite quand T tend vers l'infini de 1 sur T, l'intégrale sur la période T de la valeur absolue de S de T élevé au carré dt. Dans le cas particulier où S de T est un signal périodique de période grand T, on a PS, c'est 1 sur T, l'intégrale sur la période T de S de T élevé au carré dt. Nous avons que la puissance moyenne est aussi appelée valeur quadratique moyenne de S de T. Donc, nous avons une classification possible des signaux qui consiste à observer leur énergie. On trouve qu'on a des signaux à énergie finie ou bien des signaux à puissance moyenne finie. Donc, ce sont des signaux pour lesquels l'énergie est comprise entre 0 et l'infini, c'est-à-dire que l'intégrale est bornée et la puissance égale à 0. C'est le cas des signaux rencontrés dans la nature. Deuxième type, les signaux à puissance moyenne finie. Ce sont des signaux pour lesquels la puissance est comprise entre 0 et l'infini et l'énergie tend vers l'infini, c'est-à-dire ce sont des signaux inexistants dans la nature. La représentation la plus naturelle d'un signal est la représentation temporelle. La représentation obtenue constitue alors un chronogramme ou bien oscillogramme. Les signaux physiquement réalisables sont parfois difficilement représentables. On leur associera dans ce cas un modèle mathématique plus facile d'utilisation. Un modèle de signal peut avoir une énergie infinie, une amplitude non bornée et être décrit par une fonction complexe de temps. Nous avons quatrième type de classification, c'est la classification spectrale. Donc, une autre représentation purement mathématique peut être utilisée pour les signaux. Il s'agit de la représentation spectrale ou bien fréquentielle. Dans ce cas, nous intéressons surtout à la bande spectrale ou bande passante des signaux, c'est-à-dire la gamme des fréquences contenues dans le signal. Nous avons alors 4 familles de signaux. Les signaux basse fréquence, BF, c'est la majorité des signaux utiles aux porteurs d'informations. Sans BF, exemple, nous avons les signaux audibles entre quelques centaines de Hertz et 15 kg, les signaux vidéo entre des Hertz et 6 mégas, les signaux ECG, électrocardiogramme, entre 0 Hertz et 100 à 200 Hertz, les signaux sismiques, une centaine de Hertz au maximum, etc.
Donc, toujours avec la classification spectrale, les signaux haute fréquence, donc on a vu les signaux basse fréquence, maintenant on passe à les signaux haute fréquence. Leur bande de fréquence se trouve uniquement dans les EHF. Certains bruits et perturbations peuvent être qualifiés de haute fréquence. Les signaux à bande étroite, c'est-à-dire leur bande de fréquence est concentrée autour d'une fréquence centrale F0. L'exemple typique de tels signaux sont les signaux radiofréquences, obtenus généralement après une opération de modulation. On parle alors d'ondes modulées. Cette opération de modulation est surtout utilisée dans les émetteurs des chaînes de transmission. Nous avons aussi les signaux à large bande. Leur bande de fréquence s'étale des basses fréquences aux hautes fréquences. Certains bruits, comme les bruits thermiques qualifiés de bruits blancs, sont de large bande. Nous pouvons également obtenir volontairement des signaux de large bande dans certaines chaînes de transmission. Maintenant, on va voir les chaînes de transmission. Donc, les chaînes et les systèmes de transmission ont évolué. Il existe depuis plus d'un siècle au début et pendant plusieurs décennies. On n'a utilisé que des systèmes de transmission analogiques, mais avec l'évolution des techniques et des technologies numériques, les chaînes de transmission sont de plus en plus devenues numériques. Dans le cas général, une chaîne de transmission est divisée en 3 parties. Nous avons l'émetteur, le canal et le récepteur. L'émetteur est composé de modules nécessaires pour préparer le signal à l'émission selon le canal utilisé. Le récepteur est souvent composé de modules effectuant des opérations inverses à ceux utilisés dans l'émetteur. Toujours avec les chaînes de transmission, donc on va voir les chaînes de transmission analogiques. Il s'agit de chaînes de transmission classiques utilisées jusqu'à nos jours. Les exemples typiques des systèmes de transmission radio et TV, donc nous avons toujours le phénomène naturel, exemple son, image, température, etc. On va passer à travers un capteur, exemple un microphone pour les sons, une caméra CCD pour les images et un thermocouple pour la température. On va faire des pré-traitements ou bien conditionnement. Après, on va passer le filtrage et amplification analogique. Troisième opération, c'est le codage, le multiplexage analogique et ou bien le cryptage, etc. Nous avons la modulation analogique, soit modulation en amplitude ou bien en fréquence. Nous avons un amplificateur AF. On aura le canal. On peut visualiser ça à travers un oscillateur sinusoïdal. Ou bien nous avons les haut-parleurs ou l'écran comme entrée. On passe un amplificateur basse fréquence, un décodage, des multiplexages analogiques et ou bien des cryptages, des modulations analogiques et amplificateurs RF. Maintenant, on va voir, on a vu les chaînes de transmission analogiques, maintenant on va voir les chaînes de transmission numériques. Il s'agit des chaînes de transmission d'aujourd'hui. Les exemples typiques des chaînes de transmission radio et TV numériques, comme le DAB, le DVB, le GSM et aussi les réseaux informatiques et Internet. Donc, toujours l'entrée peut être un phénomène naturel, exemple son, image et température. On passe à travers un capteur, un microphone pour le son, une caméra CCD pour les images, un thermocouple pour la température. On va passer au pré-traitement, au conditionnement, le filtrage et l'amplification analogique. Après, on va passer à la numérisation, l'échantillonnage et la quantification. Troisième opération, le codage numérique, codage canal, compression et cryptage. Et à la fin, on aura la modulation numérique et amplification. Pour les haut-parleurs ou bien les écrans, on va faire la conversion numérique analogique et amplificateur, décodage, démodulation et amplificateur. À la sortie, on aura le canal. Donc maintenant, on passe aux signaux usuels. Il existe en électronique et bien entendu en traitement des signaux, certains types de signaux usuels qui sont souvent utilisés. On va commencer par la fonction échelon unité. L'échelon unité égale à plus 1 pour T positif, supérieur à 0. 0, c'est T négatif, égal à 1,5 à peu près pour T égal à 0 par convention. Deuxième type de signaux utilisés, c'est la fonction rectangulaire. La définition, nous avons rect, c'est la somme des deux échelons, un en avance et l'autre en retard, est égal à 1
c'est la valeur absolue de t inférieure à 1,5 égale à 0 pour la valeur de t supérieure à 1,5 et plus 1,5 c'est t égale à 1,5 par convention. Et voici le schéma de la fonction recte. Nous avons la fonction rectangulaire généralisée, la fonction rectangulaire du durée grand T d'amplitude A est centrée sur taux est donnée par la formule suivante, donc recte, T virgule grand A virgule taux virgule T égale A multiplié par recte de T moins taux sur T la période. Quatrième type de fonction, c'est la fonction sinus cardinal. Nous avons sinus cardinal par définition mathématique. Le sinus cardinal de x, c'est sinus x sur x. Voici quelques propriétés. Nous avons le sinus cardinal de 0 égale à 1. Le sinus cardinal de x, x égale à 0, quel que soit x égale à plus ou moins kt. On va voir aussi la définition d'un sinus de cardinal normalisé. En théorie du signal, on est souvent amené à considérer la fonction sinus cardinal en fonction du temps. Sinus cardinal ft égale à sinus pft sur pft. La fonction est alors normalisée, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus cardinal ft dft égale à 1. Remarque l'absence du nombre pi comme argument de fonction sinus cardinal constitue un abus de notation fréquemment utilisé en théorie du signal. Après, on va voir l'impulsion de Dirac. Donc, nous avons lors de la mesure des phénomènes physiques réels, il est impossible de distinguer de grandeur trop voisine, cause d'imprécision des appareils. Cela nous amène à définir une nouvelle classe des signaux, les signaux presque partout égaux, à l'exception d'un nombre fini de points. La notion d'impulsion de Dirac a été introduite par des spécialistes de la physique des particules, dont Paul Dirac, pour fournir un modèle de signal discontinu. La définition de l'impulsion de Dirac. Nous avons l'impulsion de Dirac peut être interprétée comme la limite d'une impulsion rectangulaire de surface unité dont la durée tend vers 0. Donc, Dirac de t, c'est la limite de 1 sur t quand t tend vers 0 pour le recte de période t. Donc, nous avons la définition pour l'intégrale de l'impulsion de Dirac, l'intégrale de moins l'infini 1 plus l'infini de Dirac de t égale à 1. La représentation graphique de l'impulsion de Dirac est obtenue à l'aide d'une flèche verticale placée en t égale à t0 et de longueur égale à 1. Le contenu, c'est 1. L'amplitude tend vers plus l'infini. T0 est un point pour t tend vers 0. Attention, la hauteur de la flèche Pardon. Donc, nous avons la hauteur de la flèche représente non pas l'amplitude de l'impulsion de Dirac, mais son contenu. Seule grandeur caractéristique. Donc, voici quelques propriétés de l'impulsion de Dirac, c'est l'intégration. Donc, nous avons l'intégrale de moins l'infini à t de Dirac de taux des taux égale à 0 pour t inférieur à 0 égale à 1 pour t positif. Et donc, nous avons l'échelon, c'est la dérivée de u de t égale à u de t. Donc, la dérivée à l'échelon, c'est Dirac. Ceci est vrai car par convention, u de 0 égale à 1,5. De la même manière, la dérivée de la fonction recte, c'est échelon, c'est l'impulsion de Dirac, centrée 1,5 et plus ou moins 1,5. En effet, le recte est défini par deux fonctions échelon unité. Si la fonction s de t contenue en t égale à 0 ou bien t égale à t0, nous avons obtenu le s de t par Dirac de t, c'est s de 0 par Dirac de t. Le cas général, s de t par Dirac de t moins t0, c'est s de t0 par Dirac de t moins t0. En effet, nous rappelons que Dirac de t égale à 0 pour t différent à t0. L'impulsion de Dirac est donc un opérateur d'échantillonnage car elle permet d'accéder à la valeur d'une fonction par n'importe quelle valeur de t. Donc, voici un exemple de multiplication d'une fonction s de t par une impulsion de Dirac. Maintenant, on passe à la peigne de Dirac. Cette fonction correspond à une suite d'impulsions de Dirac espacées de grand T sur l'axe de temps. Donc, Dirac de période T de T égale, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins KT. Toujours, on va voir la définition des signaux causals. Donc, un signal est causal lorsqu'il est nul pour t inférieur à 0
il est clair que tous les signaux réalisables physiquement sont causaux ou causaux. Donc, voici un exemple d'un signal causal. Et un autre exemple, c'est le cas contraire, c'est le signal anticausal qui est défini qui était nul pour T positif. Donc, soit un signal S de T réel, alors il est possible d'écrire S de T comme la somme de sa partie paire et sa partie impaire. Donc, toujours n'importe quel signal, c'est la partie paire, impaire plus la partie paire du signal. Donc, on peut, quel que soit le signal, on déduit que la partie paire, c'est 1 demi de S de T par S de moins T. Et la partie impaire, c'est 1 demi de S de T moins S de moins T. Donc, voici un exemple S de T. On peut le décomposer sous la somme d'une partie paire et une partie impaire. Et je vous remercie infiniment et j'attends vos questions sur les commentaires. Donc, je vous souhaite bon courage et j'aimerais bien vous revoir toujours en bonne santé. Merci et aux prochaines vidéos, Inch'Allah.